Bonjour Farhad Khosrow-Kara, Bonjour. je vous remercie d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes sociologue franco-iranien, directeur d'études à l'EHESS. Émérite. Spécialiste notamment des questions de radicalisation et de l'Iran, pays dans lequel vous avez enseigné et sur lequel vous avez écrit de nombreux livres, notamment Iran, comment sortir d'une révolution religieuse et anthropologie de la révolution iranienne. Un prochain livre sur le sujet va sortir. S'appelle vraisemblablement l'Iran, le mouvement féministe et l'État prédateur. Enfin, quelque chose dans ce goût. Ça va sortir aux éditions Michalon, l'Aube. Parfait. On est justement là aujourd'hui pour parler des mouvements de contestation qui sont partis des révoltes féminines depuis septembre. Avant de commencer l'entretien, est-ce que vous souhaitez compléter votre présentation ? Non, je crois que vous avez fait le tour. Je crois que c'est même pas très important. Non, je crois que vous avez tout dit. Parfait. En guise d'introduction, est-ce que vous pouvez nous présenter l'Iran, les éléments essentiels au niveau politique et économique ? Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qui a le pouvoir ? Il y a une évolution dans le style du pouvoir en Iran. Il y a d'abord une rupture, c'est la rupture révolutionnaire, c'est 1979 avec la révolution dite islamique, donc 1979. C'est un mouvement populaire qui renverse le pouvoir du Shah et qui instaure ce qui deviendra une théocratie islamique sous l'égide de l'ayatollah Khomeini. Ensuite, il y a la guerre. Peu après, Saddam Hussein attaque l'Iran parce qu'il croit que, avec la désorganisation des forces armées, il peut s'approprier une part de l'Iran. Et cette guerre dure plus de 8 ans, 1980 jusqu'à 88. Et pendant cette guerre, évidemment, le pouvoir impose ce diktat à la société. Tout mouvement d'opposition est étouffé au nom de la défense du pays et de l'islam, et par conséquent s'instaure un pouvoir sous la direction de l'ayatollah Khomeini qui est une théocratie absolue. Par la suite, à sa mort en 1989, il y a une période d'une dizaine d'années où succède Rafsanjani, qui était en un sens l'un de ses élèves et de ceux qui le suivaient de très près. Et puis il y a le guide suprême actuel qui devient président et qui par la suite, à sa mort, sera nommé guide suprême par un conseil assez restreint où on l'a déjà désigné en quelque sorte en remplacement d'un autre dauphin qui s'appelait l'ayatollah Montazeri et qui s'était insurgé contre les excès et surtout les exécutions de quelques milliers d'opposants avant la mort de l'ayatollah Khomeini, qui avait été donc destitué. Le pouvoir au début est quand même incertain, mais petit à petit il y a ce qu'on pourrait appeler les réformateurs qui au sein du régime s'affirment, notamment la personne du clerc Mohamed Khatami, qui deviendra président de la République en 1997. Et il aura 2 fois 4 ans, et donc jusqu'en 2005. Et pendant cette période, il y a une certaine liberté de la presse, même si c'est une liberté qui est constamment réprimée par le pouvoir judiciaire, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une liberté d'expression qui sera la plus importante pendant la théocratie islamique. En 2005, il est mis de côté et il y a un populiste conservateur très lié au guide suprême et à l'armée des Pasdaran, puisqu'il était lui-même un gradé de l'armée des Pasdaran, Ahmadinejad, qui est élu président, et avec lui, les libertés sont réprimées, les
la presse semi-libre est jugulée, et donc on va vers une forme de clôture du système politique qui exclut de plus en plus les réformateurs. C'est à sa seconde élection, en 2009, qu'il y a un mouvement populaire extrêmement important qu'on appellera par la suite le mouvement vert, et qui dénonce la fraude électorale qui fait qu'il a été élu contre un autre membre de l'élite, mais qui était en dissidence, Milossev Mousavi, en 2009. Et ça, c'est un mouvement, c'est le premier mouvement démocratique de masse en Iran moderne, à savoir en 2009. On l'appelle le mouvement vert, c'est pas le vert écologique, c'est le vert parce que il y avait, c'est le vert de l'islam, si vous voulez, et puis il y a d'autres circonstances sur lesquelles je ne m'étendrai pas pour ce qui est de cette désignation. Ce mouvement mobilise plusieurs centaines de milliers de gens dans les rues de Téhéran et dans les grandes villes, mais il est progressivement réprimé par le pouvoir théocratique. À partir de là, se déroule ce qu'on pourrait appeler la fermeture progressive du régime, qui de théocratie se transforme en une autocratie, cette fois-ci pure et dure, avec élimination progressive de tous les intermédiaires entre la société civile et l'État, à savoir tous les réformateurs sont rejetés, poursuivis légalement ou marginalisés, de sorte qu'ils n'ont plus pratiquement voix au chapitre. À partir de 2015-2016, avec l'appauvrissement des classes moyennes, une économie très mal dirigée et une situation politique de plus en plus autocratique, voire despotique, où le guide suprême joue le rôle essentiel, il y a des manifestations dans la rue et qui sont durement réprimées. Plusieurs centaines de personnes, par exemple en 2015, sont tuées dans les manifestations de rue, où on a fait intervenir les mitraillettes, voire quelquefois dans certaines villes des chars, où on tue beaucoup de gens de manière aveugle pour étouffer le mouvement. Ensuite, il y en a d'autres, 2016, 2019, et 2018, c'est un moment important parce que c'est le moment où le président américain, lui aussi populiste, Trump, arrive au pouvoir et rejette le traité de non-prolifération nucléaire avec l'Iran. Alors, il ferme le robinet, il impose son diktat au monde occidental aussi, et par exemple, des pays comme la France, où Renault produisait 400 000 voitures en Iran, doit fermer. C'est parce que c'est succursale, parce que c'est sous la menace américaine d'exclusion, ce qu'on appelle la loi D'Amato, et par conséquent, on voit que quasiment les relations commerciales avec l'Occident sont réduites à néant, et on voit comment, par exemple, le dollar qui était aux alentours de 4000 toumans, la monnaie iranienne, enfin bon, se vend désormais à plus de 30 000, c'est-à-dire multiplié par 7-8, et un taux d'inflation très élevé, un taux de chômage très élevé, et là, ça crée aussi, ça déclenche des mouvements de protestation en 2018 jusqu'en 2019-2020, et ce mouvement aussi est très durement réprimé. Il y a 1500 morts dans les manifestations de rue parce que le pouvoir tire directement sur le tas avec des chars, avec des formes de répression extrêmement violentes, et on voit bien que c'est un pouvoir qui ne craint pas tuer la société et les gens dans la société civile, notamment par ce qu'on pourrait appeler une forme de régime que j'appelle une thanatocratie, c'est-à-dire de théocratie et d'autocratie. C'est le troisième levier du pouvoir, c'est-à-dire mettre à mort indistinctement. Et là, c'est un style qui ressemble à s'y méprendre à celui de la Syrie. La Syrie aussi a fait ça dans les manifestations de rue, par exemple en 2013, où il y a eu quand même beaucoup de torture, de mise à mort, etc. Le pouvoir, désormais, pense pouvoir régner par la terreur. Or, en 2021 et 2022 surtout,
on voit bien l'émergence d'un nouveau phénomène qui n'était absolument pas prévisible, à savoir les femmes. Pour la première fois, on voit bien dans l'histoire des mouvements sociaux en Iran, et je crois dans le monde musulman, comment les femmes sont les initiatrices du mouvement. Il y a eu toujours des femmes dans les mouvements sociaux en Iran, en Égypte, ailleurs, mais qu'elles soient les actrices principales du mouvement, au début du moins, ça c'est un phénomène nouveau. Justement, comme vous dites, ce mouvement est parti d'une révolte des femmes à l'origine. Est-ce que vous pouvez revenir sur la situation des femmes en Iran au niveau tant juridique que de la société? La situation des femmes, depuis la révolution de 1979, la révolution dite islamique, s'est dégradée. Sous le Shah, il y avait un certain nombre de restrictions, mais dans l'ensemble, les lois reconnaissaient une sorte d'égalité et puis s'alignaient sur les lois occidentales. La constitution iranienne, sous ce qu'on appelle la révolution constitutionnelle de 1905-1906, était calquée sur celle de la Belgique. Et donc les femmes avaient un certain nombre de droits reconnus, même s'il y avait encore des dissymétries. Avec l'instauration de la théocratie islamique, surtout au niveau de droit de la famille, la femme vaut la moitié de l'homme. Par exemple, en termes d'héritage, la moitié. S'il y a un cas de divorce, c'est l'homme qui a l'initiative et non pas la femme. Elle doit passer par beaucoup de filtres qui rendent extrêmement difficile. La garde de l'enfant est accordée à l'homme. Un certain nombre de métiers leur sont interdits. Par exemple, la présidence de la République, de facto, c'est interdit. Et on le voit très bien, l'État qui fait tout pour dissuader l'embauche des femmes. Et là, il y a un paradoxe iranien, à savoir que les femmes, à la faveur même de la révolution de 1979, ont pu accéder à l'éducation nationale et à l'enseignement supérieur, ce qui fait que depuis 20 ans, par exemple, la moitié des étudiants sont des étudiantes. Donc, la compétence des femmes et leur érudition sont à égalité en parité avec l'homme. Mais pour ce qui est de l'embauche, il n'y a que 17%. En théorie, il devrait être quasiment à la moitié puisqu'elles ont la même compétence. Eh ben non, on fait tout pour qu'elles ne soient pas embauchées. Donc là, il y a aussi le foulard, le voile islamique qui est imposé juste après la révolution de 1979. Et seulement les femmes au début ne prêtaient pas beaucoup attention. Pour elles, du moins les intellectuelles femmes qui ont lancé des mouvements contre les restrictions faites aux femmes, pensaient que le voile n'était pas très important. Ce qui était important, c'était les droits. Le droit d'avoir l'égalité dans l'héritage, dans les métiers, dans la fonction, etc. C'est à partir de 2018 qu'on voit bien l'émergence du voile, donc longtemps après la révolution, et puis surtout longtemps, et même après ce qu'on appelle le mouvement pour 1 million de signatures, qui est un mouvement important, qui date des années 2006-2007, et qui cherchait à avoir 1 million de signatures dans la société civile pour l'égalité de l'homme et de la femme. Et même dans ce mouvement de 2006-2007, il n'y avait pas de trace du voile comme étant un fait important. L'importance du voile, c'est avec la nouvelle génération des femmes. C'est à partir de 2018, il y a une jeune femme qui, sur l'avenue Engelhaupt, qui est une rue importante, une avenue importante sur le plan symbolique, puisque les mouvements sociaux importants comme le mouvement qui s'est transformé en révolution de 1979 se sont déroulés dans cette avenue. Donc il y a une importance symbolique. C'est comme c'est comme la place de la République en France. Ça a une importance non seulement en termes de la centralité réelle, c'est une avenue très importante, mais aussi une centralité symbolique. Et là, une jeune femme
devant les yeux de tout le monde, montre sur un pilon électrique et ôte son voile, le met au bout d'un bâton et le fait brandir autour d'elle, et elle affirme pour la première fois de manière ostentatoire au XXIe siècle le rejet du voile. Elle est suivie par la suite par une vingtaine ou une trentaine de jeunes femmes un peu partout en Iran, mais le mouvement est étouffé parce qu'il y avait un autre mouvement qui était en même temps, comme je vous ai dit, 2018-2019, sur la vie chère et le caractère despotique du pouvoir, et donc ce mouvement a été oblitéré par l'autre. Mais disons qu'elle a posé les jalons, à savoir que le voile est imposé aux femmes et qu'elle refusait, elle, comme d'autres femmes. Il ne faut pas oublier que ce mouvement, et ensuite, en 2022, on assiste à cette radicalisation, à savoir, je rejette le voile. Mais il ne s'agit pas de rejeter le voile dans l'absolu. Il s'agit de rejeter le voile imposé, obligatoire. Et on voit bien d'ailleurs dans ce mouvement beaucoup de femmes qui portent le voile, qui suivent les femmes qui n'ont pas de voile. Parce que ce qu'elles veulent, ce n'est pas de rejeter le voile, mais de rejeter l'obligation de porter le voile. Donc, l'appropriation de son corps au nom de la liberté individuelle. On le voit aussi, les prémices, on les voit aussi en 2009 où des jeunes filles, des jeunes femmes et des jeunes hommes ont crié où est mon vote après l'élection frauduleuse, la deuxième fois, de président Ahmadinejad en 2009. Et là, on voit bien l'émergence de ce qu'on pourrait appeler une citoyenneté de plus en plus individualisée. Et ces jeunes femmes rejettent cette fois-ci, en 2022, le voile parce qu'elles trouvent que leur liberté corporelle est en un sens déniée par un pouvoir autocratique. Et le voile s'inscrit donc dans un ensemble de phénomènes beaucoup plus larges et qui implique d'une part la liberté corporelle, mais d'autre part la liberté politique. C'est pour cette raison d'ailleurs que les jeunes hommes les rejoignent immédiatement. Contrairement aux mouvements féministes occidentaux, on voit bien ici, il y a comme une sorte de conjonction dans l'action collective entre les jeunes hommes et les jeunes femmes dans le rejet du voile. Justement, aujourd'hui, donc, contrairement à 2018, quand l'un a occulté l'autre, un mouvement a occulté l'autre, on voit une convergence, comme vous le dites. Est-ce que vous pouvez nous parler du mouvement? Qu'est-ce qui le caractérise? Est-ce que alors on voit que les luttes ont convergé, mais est-ce que les ethnies, les régions, les différentes catégories d'âge ont aussi convergé et se sont regroupés ensemble dans ce mouvement, ou est-ce qu'à l'inverse, ils restent localisés ou concernant que certaines catégories? En fait, dans les 2 premiers mois, le mouvement se généralise un peu partout en Iran. Les 2 premiers mois. Mais il y a 2 régions qui se singularisent par une participation plus massive, et ce sont 2 régions ethniques en Iran. Il y a le Kurdistan iranien, qui est à l'ouest, au nord-ouest, où il y a une majorité de Kurdes, et il y a aussi au sud-est, avec le Baloutchistan iranien, le Sistan et Baloutchistan iranien. Ces 2 régions se singularisent par une participation beaucoup plus importante et par un taux de répression beaucoup plus important, du fait même du racisme, en quelque sorte, du régime, mais aussi de sa peur, parce que ce sont des régions qui ont des spécificités et qui les distinguent de l'ensemble de l'Iran. Pour ce qui est de Sistan et Baloutchistan, ce sont non pas des chiites, mais des sunnites. Ils ont aussi une langue qui est différente et qui fait que il y a toujours une suspicion de séparatisme. Chez les Kurdes, c'est encore plus accentué. Ils ont, dans l'histoire du Kurdistan iranien, il y a une période 1940-42, 44, où il y a eu un mouvement séparatiste.
et donc la peur du pouvoir que ces régions ne fassent sécession. Mais d'un autre côté, le pouvoir brandit ces régions pour faire peur aux autres citoyens iraniens. Vous voyez, si vous nous remettez en cause, eux, ils vont essayer de se séparer. Mais c'est totalement faux, parce que dans les manifestations, que ce soit du côté de ces régions ou des autres régions de l'Iran, on voit bien qu'il y a une sorte de néo-ethnicité, comme je l'appelle, qui a fait jour, c'est-à-dire on fait corps les uns avec les autres dans la société civile contre un pouvoir prédateur, contre un pouvoir qui tue, contre un pouvoir qui dénie toute liberté aux citoyens. Par conséquent, il y a une nouvelle forme d'ethnicité en Iran qui fait que les citoyens, qu'ils soient kurdes ou balouches, font corps avec l'ensemble de la société civile et ne brandissent pas, en quelque sorte, l'épouvantail de la sécession, mais demandent à ce que on s'unifie pour remettre en cause l'État répressif et thanatocratique. Donc selon vous, le mouvement est assez global et cohérent. Il n'y a pas vraiment de division au sein de la population, c'est la population contre le pouvoir. C'est la population contre le pouvoir avec deux vrais problèmes. Le premier problème, c'est que le pouvoir est hyper répressif, donc ne laisse pas émerger un leadership. C'est un mouvement sans leadership. Et par conséquent, il n'y a pas de principe d'identification à quelqu'un ou à un groupe de gens qui par la suite puissent prendre la direction du mouvement. Le second point est que qui est aussi une faiblesse de ce mouvement, mais qui est due à la nature répressive du régime, à savoir il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de groupe, d'institution. Bref, c'est un mouvement totalement spontané. Cela fait que à chaque fois, il y a une organisation locale parmi les jeunes pour lancer le mouvement, mais qui ne parviennent pas à trouver en quelque sorte la possibilité d'un mouvement général au niveau de la société. C'est un mouvement éparpillé un peu partout, avec une ramification locale. Souvent, par exemple, le pouvoir tue quelqu'un dans les manifestations. Il y a eu presque 500 morts dans les manifestations tuées par le pouvoir, dont une soixantaine de mineurs. Et donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est mort, on manifeste, etc. Donc localement, souvent, il y a eu des tentatives pour lancer une grève générale au niveau du bazar, au niveau des ouvriers, surtout du pétrole. Ça n'a marché que partiellement, même s'il y a eu quand même des phénomènes d'identification à ce mouvement. Et puis il y a une autre faiblesse du mouvement, mais qui tient au de premier, à savoir c'est un mouvement qui est fait par des jeunes et des très jeunes. Je veux dire par des lycéens et lycéennes et des étudiants et des étudiantes. Il y a des gens de la société civile, mais les parents et les grands-parents sont quand même une petite minorité. Ils ne se sont pas jetés dans la rue, ils ont peur. Il y a la peur parce que ce pouvoir, on sait bien qu'il est sanguinaire, qu'il peut tuer, et les expériences multiples 2015, 2016, 2019 ont prouvé que ce pouvoir pouvait décimer en quelque sorte des centaines, voire quelques milliers de gens. C'est pour cette raison que les parents et les grands-parents ont hésité à rejoindre le mouvement dans la rue. Et là aussi, c'est une des faiblesses. Les jeunes et les très jeunes se sont lancés, mais ce n'est pas suffisant pour mettre à genoux un pouvoir hyper répressif qui dispose d'une panoplie extrêmement variée de moyens de répression, au moins plus d'une dizaine de prisons, plus d'une dizaine d'organisations de répression allant du plus modéré au plus cruel. Bref, c'est un pouvoir qui s'est organisé autour de la répression de la société civile depuis au moins 2009.
Ok. Du coup, pour vous, il y aurait quand même un soutien tacite des générations plus âgées. Il y a un soutien, mais ce soutien n'est manifestement pas suffisant pour renverser le gouvernement. C'est un soutien, et on le voit très bien. Pour la première fois, il y a une mobilisation collective, massive, par exemple des artistes, des avocats, des philosophes, des écrivains, et surtout, enfin, des rappeurs iraniens qui ont joué un rôle très important dans ce mouvement. Les rappeurs, il y a une chanson qui est devenue même l'emblème du mouvement, Pour, ça s'appelait Pour. Et puis il y a d'autres chansons qui sont très importantes. Bref, il y a une mobilisation de l'ensemble des intellectuels et des artistes contre le pouvoir répressif. Mais c'est un pouvoir qui, encore une fois, ne craint pas de mettre en prison et de torturer et de tuer beaucoup de gens. Il y a par exemple une vingtaine de milliers de gens qui ont été arrêtés, c'est énorme, dont on sait très bien qu'ils seront en partie torturés. Il y en a deux qui, en 3 semaines, ont été condamnés à mort et exécutés. Et on pense qu'il y en a une trentaine qui sont aussi plus ou moins accusés et qui risquent la peine de mort dans les semaines à venir. Et par conséquent, c'est un pouvoir qui ne recule pas devant la répression massive, et cette société civile non organisée, dépourvue de chefs dans le mouvement, et qui à chaque fois doit inventer des formes d'opposition nouvelles, est plus ou moins démunie, et notamment par l'Internet, parce que le pouvoir coupe l'Internet à chaque fois qu'il y a une manifestation. Et je crois que les États-Unis, qui auraient pu éventuellement faire quelque chose, ne l'ont pas fait, ou bien il y a besoin d'appareils sophistiqués. On dit Elon Musk aurait pu, par exemple, par le biais de satellites, mais ça n'a pas été fait, et par conséquent, en coupant l'Internet, le pouvoir rend impossible la communication entre les gens qui veulent lancer des manifestations. Et c'est pour cette raison que le mouvement, tout en étant vraiment un mouvement collectif engageant une grande partie de la société civile, n'a pas su mobiliser en même temps tout le monde dans des manifestations et qui puissent mettre à genoux ce pouvoir prédateur. Vous avez évoqué les intellectuels parmi les artistes et votre soutien aux manifestants. Concernant les intellectuels, qu'ils soient musulmans ou disons laïcs, est-ce qu'aujourd'hui ils ont quand même une place? Est-ce qu'il y a un espace public de débat comme il y a pu en avoir, où tout est vraiment refermé? Comment ils peuvent s'exprimer? Tout est refermé, mais il y a la possibilité sur l'Internet. Et puis il y a eu un certain nombre de possibilités, par exemple ce qu'on appelle Clubhouse, qui est aussi qui donnait la possibilité. Il y a WhatsApp et Telegram, mais qui ont été bloqués par le pouvoir. Malgré cela, il arrive, parce que le pouvoir ne peut pas couper l'Internet tout le temps. Il y a aussi du commerce, il y a aussi énormément de il y a aussi énormément de boîtes qui travaillent sur Internet. Donc, dès que ça s'ouvre, ils passent leur message. Il y a donc des possibilités de communication de leur position. Et puis, il faut noter aussi la place importante de la diaspora iranienne. C'est une diaspora qui a entre 3 et 5 millions de gens à l'extérieur de l'Iran, beaucoup au Canada et aux États-Unis, en Australie, et un tout petit peu en Europe, moins quand même, compte tenu des mesures restrictives d'accès des immigrants en Europe. Disons que la diaspora iranienne est en contact très étroit avec l'Iran, et donc par le biais de la diaspora, on a entendu quand même énormément de choses. Et il y a aussi un mouvement de sympathie en Occident, notamment en Europe, pour ce mouvement, et notamment les femmes, qui fait qu'il y a eu beaucoup de manifestations dans le monde. Dans une manifestation faite
je crois c'était à Toronto au Canada, où il y a une très très importante diaspora iranienne. Il y a eu, dit-on, plusieurs dizaines de milliers, voire 500 000, selon certaines estimations, où il n'y avait pas que des Iraniens, il y avait aussi beaucoup de Canadiens, et de même aux États-Unis et en France, il y a eu beaucoup de Français aussi. Bref, il y a ce mouvement aussi qui a fait que on a donné écho à ces débats qui sont assez prononcés et qui trouvent leur reflet en Iran, leurs échos en Iran. Mais cela étant, dans ce mouvement, c'est pas tellement les intellectuels qui ont joué le grand rôle, c'est les artistes, les stars de cinéma, les femmes stars. En Iran, il y a un cinéma important, malgré les restrictions, malgré les contraintes. Et par ailleurs, il y a ce qu'on pourrait appeler les rappeurs, comme j'ai indiqué. Donc, ce sont ces gens-là qui ont eu un rôle beaucoup plus important dans ce mouvement que les intellectuels au sens strict du terme. Mais il y a aussi un autre phénomène qui est très important, c'est ce qu'on pourrait appeler une certaine dissidence au niveau intermédiaire du pouvoir, pas à l'échelon supérieur. C'est-à-dire que l'appareil répressif n'a pas montré signe de faiblesse, il a été toujours unifié autour du guide suprême. L'appareil répressif, c'est-à-dire l'armée des gardiens de la Révolution, plus les organismes de répression de la police, plus ce qu'on appelle les civils. En fait, les civils sont des gens qui sont de Basij, qui est aussi une organisation liée à l'armée des gardiens de la Révolution et qui est très répressive, qui viennent arrêter, violenter, même voire tuer les gens dans le tas. Là, il n'y a pas de scission, on ne voit pas de fissure. Par contre, au niveau intermédiaire, on a vu quelques-uns qui ont laissé entendre un son de cloche différent. Par exemple, le guide suprême a dit que c'était un mouvement lancé par Israël et l'Amérique pour déstabiliser l'Iran et qu'il n'y avait rien d'authentique dedans, c'était des désordres, etc. Mais ces gens-là ont dit non, il y a quand même l'expression de ce qu'on pourrait appeler un mécontentement populaire important. Donc il y a eu à l'échelon intermédiaire de l'État ce phénomène, mais pas au niveau supérieur. Et est-ce que ce mécontentement à l'échelon intermédiaire pourrait potentiellement évoluer vers une véritable scission qui conduirait à une crise et potentiellement à des changements? Ce n'est pas impossible, mais compte tenu de la situation actuelle, disons que ça devient vraisemblablement plus improbable. Mais on ne peut pas se prononcer là-dessus. Ce dont on est sûr, c'est que par exemple, depuis au moins 2-3 semaines, les manifestations de rue, surtout la nuit, puisque la nuit il n'y avait pas de possibilité de réprimer autant que le jour, eh ben les protestations de rue se sont raréfiées. Et on voit bien qu'il y a un phénomène plutôt culturel par exemple, de pétition des artistes, des stars de cinéma ou des footballeurs. Enfin, ça aussi c'est très important. Il y a certains footballeurs iraniens qui ont soutenu le mouvement et qui maintenant sont mis à l'index par le pouvoir, arrêtés, quelquefois même violentés ou menacés. Bref, c'est ces phénomènes-là maintenant qui prennent le dessus. Et les manifestations de la rue que craint le pouvoir se sont pour le moment raréfiées. Ça peut repartir, mais jusqu'à présent, on voit mal leur reproduction depuis au moins 2-3 semaines, où ça s'est raréfié. Concernant la répression, vous avez évoqué le fait que c'était proche du régime syrien, donc on est dans une répression très sévère. Est-ce que qu'est-ce qui explique que le pouvoir est incapable de lâcher du lest vis-à-vis des droits de sa population? Le pouvoir ne veut pas lâcher du lest parce qu'il y a l'expérience de la révolution iranienne de 1979.
le pouvoir du Shah a lâché du lest et le mouvement donc s'est amplifié contre lui et il a, en un sens, englouti le pouvoir et l'a renversé. Le pouvoir actuel craint ce phénomène. Il se sait impopulaire, il se sait minoritaire, extrêmement minoritaire dans la population, et il sait qu'il est vraiment rejeté par l'immense majorité. C'est pour cette raison qu'il ne veut pas qu'il y ait une négociation et pense, peut-être à juste titre d'ailleurs, que la moindre concession risquerait de faire repartir le mouvement de manière beaucoup plus ample que par le passé. Et par conséquent, c'est un pouvoir qui actuellement est en un sens aux abois, mais en un sens aussi d'autant plus inflexible, d'autant plus répressif, d'autant plus sourd aux revendications populaires, qu'il se sait fragile dans l'opinion publique, qu'il se sait rejeté par l'immense majorité de la société civile iranienne. Et si le pouvoir tombe, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite de l'Iran et quel impact ça pourrait avoir pour la région? Actuellement, le pouvoir, si vous voulez, affiche une inflexibilité totale. Bon, c'est un pouvoir qui est quand même, dans un sens, celui qui se veut contre Israël, contre l'Arabie Saoudite, contre une grande partie, disons, des États de la région, du Moyen-Orient. Son allié est la Syrie, le Hezbollah au Liban, et puis à l'extérieur, il y a l'Arménie, parce que l'Arménie est sous pression de l'Azerbaïdjan, qui est soutenu par Israël et par une partie du monde occidental, et donc l'Arménie qui joue le jeu iranien du moins au niveau international. Bref, on est dans une conjoncture où le pouvoir tente de juguler ce mouvement, quitte à lancer par la suite les négociations sur le traité de non-prolifération. Les États-Unis et les pays occidentaux ont arrêté toute négociation du fait de ce mouvement. Le pouvoir veut convaincre le monde occidental que ce mouvement ne parviendra pas, en quelque sorte, à remettre en cause son hégémonie sur la société. Et dès lors, voudrait trouver une solution avec les Occidentaux au sujet de traités de non-prolifération pour faire sauter les verrous et faire redémarrer en quelque sorte l'économie iranienne pour apaiser sur le moyen terme les classes moyennes et les classes pauvres qui se sont depuis 2015-2016 très profondément appauvries du fait de l'inflation, du fait du chômage de plus en plus important et du fait de la situation alarmante de l'économie suite aux restrictions imposées par le président américain Trump à l'économie iranienne. Donc la stratégie du pouvoir consiste à montrer au monde occidental que ce mouvement a été maîtrisé par lui. Et sur le plan international, il y a eu l'un des déboires en fait de ce pouvoir a été le fait que la Chine se soit rangée du côté des pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats, contre l'Iran. Et là, ça a été un choc que le régime a encaissé. Il ne lui reste que la Russie qui est à ses côtés, notamment parce que l'Iran aussi joue son jeu, a livré des drones, ce qu'on appelle drones kamikazes, à la Russie pour qu'il l'envoie sur le territoire ukrainien. Et là aussi, c'est un pouvoir dont on voit très bien qu'il est à la merci des pouvoirs étrangers, surtout de la Russie, qui est devenue hégémonique et qui, en un sens, impose une impopularité accrue à l'Iran dans la mesure où il soutient la Russie contre l'Ukraine, qui est agressée par la Russie.
Mais du côté occidental, est-ce que il y a vraiment des chances que les Occidentaux acceptent de reprendre des négociations avec un pays qui réprime autant sa population? Je pense que oui. À court terme, ils ne le feront pas, mais les Américains craignent que si ils ne le font pas, l'enrichissement en Iran aille au-delà des 60% actuels et que on puisse déboucher sur ce qu'on appelle une bombe, auquel cas la guerre serait inévitable avec l'Iran puisque Israël n'acceptera pas et les États-Unis non plus que l'Iran soit une puissance nucléaire régionale. Et par conséquent, les Américains veulent éviter, si vous voulez, ce scénario. Et par conséquent, moi j'ai l'impression que ils accepteront, de gré ou de force, de négocier avec l'Iran, à supposer que le gouvernement actuel parvienne à mater totalement le mouvement de septembre 2022, le mouvement féministe qui a ébranlé ce pouvoir dans ses assises les plus profondes. Je vous remercie. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, je crois que vous avez posé les questions pertinentes et que enfin, je vous ai répondu dans la mesure de ma connaissance de ce phénomène. Je vous remercie. Avec plaisir.